Donc bienvenue pour ce premier webinaire végétal local organisé par l'Agence française pour la biodiversité. Cette conférence en ligne donc dure de 14 à 15 heures et les intervenants sont les suivants. Ça va passer. Attendez, petit passage de diapo. Donc autour de la table, moi-même, Sandra Malaval, je travaille au Conservatoire botanique Pyrénées-Midi-Pyrénées et à l'Agence française pour la biodiversité. Luc Vancrelingue qui est au bureau d'études au paysage Luciole, près d'Orléans, qui est actuellement sur place, et Damien Provandier au Conservatoire botanique aussi avec moi, qui travaille sur le programme végétal local. Nous serons les trois intervenants pour ce webinaire. Alors tout d'abord, les marques végétales locales et Vrai Messicole, puisqu'on a aussi une autre marque qui s'appelle Vrai Messicole, mais on parlera aujourd'hui principalement de végétal local. La marque végétal locale est animée par le réseau des conservatoires botaniques nationaux, l'association Plantes et Cités et l'association AFAC Agroforesterie. Ce sont ces trois structures qui ont créé la marque qui a été déposée en 2015. Et ces marques qui aujourd'hui appartiennent à l'Agence française pour la biodiversité sont soutenues par de nombreuses structures dont vous voyez les logos s'afficher à l'écran. Pourquoi créer une marque aujourd'hui qui concerne le végétal sauvage, le végétal local? Eh bien parce qu'aujourd'hui sur le marché, en fait, on a un flou qui est lié finalement au vocabulaire qu'on peut rencontrer sur les marchés. On a des végétaux locaux, des végétaux sauvages, des rustiques, des allochtones, des autochtones, des endémiques, des indigènes, des génétiques, etc. Finalement, le consommateur, le prescripteur est perdu aussi dans tous ces termes où chacun utilise le vocabulaire de son propre domaine scientifique ou technique. Et aujourd'hui, ça nous pose vraiment question de savoir de quoi on parle quand on parle d'un végétal qui est local. Mais aussi, de quoi on parle quand on parle d'un végétal qui est sauvage. Sauvage, ça ramène à quoi? Eh bien, ça ramène à plusieurs notions, mais en fait, au sein de végétal local, on a voulu le définir d'une manière commune et mettre du sens derrière en termes de sauvage. Qu'est-ce qui est sauvage? Nous considérons au sein de végétal local, de cette marque, que ce qui est sauvage, c'est ce qui est récolté dans le milieu naturel, issu de récoltes en milieu naturel, dans des milieux qui n'ont pas été semés ou plantés depuis 1970, date charnière en fait pour entre guillemets l'explosion des plantations et des semis, peut-être horticoles, agricoles, de plantes aussi sélectionnées et de manière beaucoup plus importante en niveau quantité. Donc on ne parlera pas en fait dans ce végétal sauvage des variétés agricoles, ni des variétés forestières sélectionnées, ni non plus des variétés horticoles. On se place en dehors de ce végétal-là. C'est une gamme de végétaux différentes. Quand on parle de local, de végétal local, à quoi on le rapproche? On pourrait dire végétal local, c'est un végétal français finalement, mais la région administrative, pour nous les biologistes, ça ne faisait pas sens. Ce qui nous importait en fait, c'était de raccrocher ce végétal à un territoire finalement qui ait plus de sens au niveau biologique. Et donc au sein du projet, on a défini des régions d'origine en France qui sont des régions biogéographiques en fait, et qui ont du sens au niveau écologique. Comment nous avons défini ces régions? Et en fait, nous nous sommes basés sur une compilation de données existantes produites par les scientifiques, compilation de cartes hydrographiques, climatiques, de végétation, d'altitude ou géologique, et d'autres encore, qui nous ont permis, sur un travail qui a duré 2 ans, de synthétiser en fait des espaces géographiques qui avaient des caractères communs au niveau écologique. Et ce qui est ressorti de ce travail, c'est non seulement un travail justement scientifique et de compilation pour aboutir à 11 grands ensembles écologiques, mais aussi un travail plus fin qui nous a permis d'aller au-delà de ces 11 grands ensembles et de redéfinir à l'intérieur de ces ensembles des unités naturelles encore plus précises pour ceux qui veulent aller plus loin. Dans le cadre de végétal local, on se basera principalement sur ces 11 grands ensembles écologiques qu'on appelle des régions d'origine de végétal local.
C'est-à-dire qu'on considère que, par exemple, dans le massif armoricain, on est dans un ensemble écologique qui est bien différent de la zone méditerranéenne ou des Pyrénées ou des Alpes ou de la zone nord-est. Ces grands ensembles, en effet, ils ont été définis par des notions scientifiques, mais aussi confrontés aux réalités économiques. C'est-à-dire que les scientifiques auraient sans doute aimé avoir encore plus de zones pour être encore plus précis, mais les réalités économiques des producteurs, des semenciers, des collecteurs ou des producteurs de plants nous ont ramené aussi au fait que ces régions ne pouvaient pas être trop petites pour pouvoir développer des filières économiques de production de végétaux. Donc finalement, ce travail, c'est un compromis entre des données scientifiques et des données économiques. Pourquoi finalement créer une marque, un indice de traçabilité? Eh bien parce qu'en fait, on s'est rendu compte aussi que le marché mondial des végétaux sauvages, c'était un marché d'échange à l'échelle de la planète et qu'il avait une certaine opacité, puisque sur ce marché d'échange mondial des végétaux, on n'avait pas finalement de traçabilité sécurisée. Il n'y a pas d'obligation en fait réglementaire non plus, pas de législation qui implique qu'on doit garantir la traçabilité sur ces végétaux sauvages. Ces végétaux sauvages, comme on va le voir dans les diapositives suivantes, il peut impliquer des perturbations d'équilibre écologique. Et donc, dans ce cadre-là, le ministère de l'écologie, en fait, a développé un appel à projet dans le cadre de sa stratégie nationale pour la biodiversité en 2011, qui avait pour objectif de développer des végétaux indigènes pour développer des filières locales. Repensez bien à couper vos micros pour les nouveaux arrivants. Donc cet appel à projet, nous y avons répondu, le réseau des conservatoires botaniques, la fac agroforesterie et Plantécité, et nous avons développé cette marque collective qui est Végétal Local. Donc le fondement en fait qui nous ont amené à développer cette démarche et qui reparaissent en fait dans le référentiel technique et le règlement de cette marque sont en fait le besoin d'avoir un végétal qui soit adapté au niveau génétique. Parce que cette adaptation, elle garantit notamment une meilleure chance de réussite des semis et des plantations qu'on peut effectuer. Alors c'est notamment vrai dans les milieux contraints, notamment en altitude. Je prends l'exemple de la restauration des pistes de ski dans les Pyrénées, puisque j'ai travaillé de nombreuses années sur cette thématique-là. Après terrassement dans les Pyrénées, il n'y a pas le choix. On est obligé de revégétaliser si on ne veut pas voir se produire des phénomènes d'érosion importants. Et cette revégétalisation, elle se faisait jusqu'à il y a peu ou encore aujourd'hui avec des mélanges du commerce, avec des espèces pas locales, pas adaptées et qui étaient finalement des espèces plutôt sélectionnées de plaine pour faire des mélanges fourragers ou des mélanges à gazon. Mais cette reconstitution, en fait, on a pu la comparer si on utilisait des mélanges classiques du commerce ou si on utilisait des espèces locales récoltées localement, éventuellement même multipliées, mais issues d'une collecte locale au départ. Et on s'est aperçu de résultats finalement assez criants. Avec un mélange commercial utilisé à 250 kilo-hectares, on avait des résultats au bout de 3 ans de 54% de recouvrement. C'est-à-dire qu'on avait encore des phénomènes d'érosion sur le terrain, alors qu'avec un mélange issu de récoltes en milieu naturel, utilisé seulement à 100 ou voire 150 kilo-hectares, mais plutôt ici sur cette expérimentation à 100 kilo-hectares, on avait des résultats qui dépassaient les 70% de recouvrement, c'est-à-dire qu'on avait bloqué les phénomènes d'érosion. Donc on voit que l'adaptation génétique, finalement, il fait pour beaucoup aussi. La deuxième chose, en fait, qui nous porte dans cette marque, c'est que cette diversité génétique intérieure à l'espèce, finalement, à l'intérieur même des espèces, elle permet aussi de renforcer la résistance au changement, mais aussi la résistance aux maladies, aux parasites. On est plus fort quand on a un potentiel génétique plus large, on s'assoit sur une meilleure base au niveau génétique. On conserve ce potentiel. Et ça, c'est important en fait aussi pour l'adaptation et le développement des plantes. Au niveau génétique, cette conservation génétique permet de conserver des écotypes locaux
plutôt que d'importer des écotypes ou des types de végétaux qui soient venus de loin, et de conserver finalement une certaine diversité, la base, le premier échelon finalement de la biodiversité, hein, cette diversité génétique qui fait qu'elle supporte en fait aussi les autres niveaux de la biodiversité. Au niveau de la fonctionnalité écologique, on en entend beaucoup parler aujourd'hui. Le cycle de vie des plantes en fait locales, il va être forcément en correspondance avec celui de la faune associée, que ce soit des insectes ou d'autres éléments du règne animal notamment, ce qui permet aussi de restaurer les services de l'écosystème, puisque le système fonctionne mieux, il va permettre de reconstituer plus de services. Ça peut être illustré par la complémentarité ou la bonne homogénéité, la bonne interaction temporelle entre une plante et son insecte dédié. Une même plante qu'on va retrouver ici ou ailleurs, par exemple une achillée millefeuille qui vient souvent de Nouvelle-Zélande, puisque c'est un sous-produit de culture là-bas. Elle arrive en France, c'est la même, puisqu'on a déjà de l'achillée millefeuille en France. Elle est introduite en France, mais elle ne va pas forcément avoir la même période de floraison que celle qui est issue du milieu naturel. Et on peut avoir des perturbations liées à un insecte qui a besoin de cette plante en floraison à telle période et qui ne trouve pas cette plante en floraison à telle période. Et là, on a loupé finalement le coche de la restauration des milieux ou de la restauration de la fonctionnalité écologique. L'insecte ne trouve pas le rendez-vous avec sa plante. Enfin, la valeur aussi qui nous porte dans cette marque végétale locale, finalement, c'est la valeur économique aussi, puisque cette activité de production, de collecte, de production de plantes, de plants, de semences locales, elle a du sens au niveau économique. Ça devient une activité qui est non délocalisable. On peut pas produire du végétal local en Pologne ou en Russie ou en Uruguay. Il faut le produire aussi dans le territoire français et dans les territoires. Donc elle est créatrice de valeur et d'emploi, cette marque finalement. Alors aujourd'hui, comment ça marche végétal local? Qu'est-ce qu'on met en place et comment ça marche pour obtenir des végétaux d'origine locale? Eh bien, végétal local se base sur un référentiel technique, lui aussi obtenu après un travail de 2 années, un travail assez collectif puisqu'on a associé environ 150 personnes à cette définition de référentiel technique. Je vous donne l'exemple de ce qui se passe pour les arbres et les arbustes, comment on en vient à pouvoir avoir sur le marché des arbres qui ont l'étiquette végétal local massif armoricain par exemple. Eh bien, ça commence par une collecte en milieu naturel, donc avec un métier, tout un réseau de collecteurs et un métier qui est très important pour l'ensemble de la filière. Donc, collecter des graines sur des arbres autochtones, non issus de semis et plantations depuis 1970, sur 3 sites de collecte différents, distants chacun de 5 km les uns par rapport aux autres, pour avoir la garantie d'avoir une certaine diversité génétique. Une collecte sur des populations qui font au moins 50 individus, et en collectant sur un maximum d'individus, sur des listes d'espèces qui sont elles-mêmes validées par les instances de la marque. Ces graines, elles sont ensuite élevées sous forme de plants et ensuite commercialisées. Tout au long de ces processus, il y a une traçabilité rigoureuse qui est exigée et qui est contrôlée par des audits réguliers chez chacun des bénéficiaires de la marque. On peut aussi valoriser la démarche une fois qu'on a utilisé ces végétaux. Les maîtres d'ouvrage peuvent bénéficier d'un kit média qu'on leur prépare avec maquette de panneaux, maquette de plaquettes, mais aussi d'affiches. Donc avec tous les éléments qui permettent d'expliquer pourquoi le maître d'ouvrage a choisi ces végétaux, pourquoi il a choisi d'implanter ces végétaux végétal local sur son site. Où les trouver ces végétaux? Finalement, sur l'ensemble de la France, on a une 50aine de bénéficiaires qui sont aujourd'hui bénéficiaires de la marque végétale locale et qui produisent des semences, des plants de différents types, mais aussi des boutures, mais aussi des plantes aquatiques. Donc l'offre s'étoffe aussi avec les années. Et ça concerne environ plus de 500 taxons concernés. Alors vous voyez ici une carte de France à l'écran
avec le nombre d'espèces qui sont attributaires de la marque par région d'origine, puisque bien sûr une espèce n'a la marque que pour une région finalement. Elle peut l'avoir dans d'autres régions aussi, mais si vous voulez l'information de végétal local, c'est pas, on n'a pas une aquilée végétal local. On a une aquilée végétal locale de la zone méditerranéenne, puisqu'elle est issue d'une collecte de la zone méditerranéenne. Voilà. On peut bien sûr avoir de l'Aquilée millefeuille aussi d'une autre zone, mais elle sera issue d'une collecte d'une autre zone. Les chiffres peuvent être pour l'instant un petit peu trompeurs, c'est-à-dire que par exemple sur les Alpes, on a 126 espèces attributaires de la marque. Par contre, toutes ne sont pas encore forcément disponibles sur le marché. Le temps aussi pour les producteurs d'arriver à les produire, de trouver l'itinéraire technique, etc. Mais on a déjà une offre quand même qui est disponible. Certains producteurs ont vendu cette année 75 000 plants, certains pépiniéristes, en végétal local. Donc on a quand même une offre qui commence à exister. C'est une offre jeune, bien sûr. Pourquoi? Parce que la marque a été créée en 2015, fin 2015, que donc les premiers plants, les premières semences arrivent après le temps de collecter, de trier, de sécher, d'élever, de pré-traiter, de stratifier, de trouver l'itinéraire technique, notamment pour les herbacées. Et donc on a une production de plants qui ou de semences qui nécessite parfois 1, 2, 3 ans pour arriver aussi à un stade de développement suffisant. Mais cet engagement des producteurs, il est quand même croissant. On a de plus en plus de bénéficiaires qui augmentent chaque fois, tous les 6 mois, leur gamme aussi de production, leur gamme de végétaux. Donc ça, c'est important aussi à en prendre en compte. Par contre, c'est parfois aussi difficile dans cette nouvelle gamme de végétaux, je dirais, d'aller produire des centaines de milliers de plants ou des tonnes de graines sans avoir une idée du marché, bien sûr. C'est une nouvelle gamme, donc ça croît petit à petit aussi avec la demande. Et l'intérêt, c'est de pouvoir bien faire coïncider l'offre et la demande finalement. Ça peut passer par des contrats de culture notamment. Mais pour ça, je pense que le mieux, ça sera de discuter tout de suite avec Luc Van Creling, qui est au bureau d'études donc Luciole, paysagiste, et qui va pouvoir répondre à nos questions tout de suite. Pendant ce temps, n'hésitez pas à envoyer des questions par chat, pas par voie directe, mais bien par écrit, dans le petit espace de chat que vous avez en bas à droite de la fenêtre GoToMeeting, pour que Damien puisse les récolter et nous en faire part tout à l'heure en les synthétisant par groupe. Alors normalement, on doit pouvoir entendre Luc. Luc est à Orléans. Luc, est-ce que tu peux tester ton micro? Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. T'as pas besoin de parler trop fort, sinon on t'entend très fort. Donc on t'entend. D'accord, pardon. Tu peux parler même un peu moins fort, s'il te plaît. Baisse un petit peu. Ok, très bien. Voilà. Donc c'est Sandra qui va te poser quelques questions donc sur ton métier d'ingénieur paysagiste et quelles expériences tu as menées avec le végétal local depuis plusieurs années. Sandra, je te laisse poser les questions. Donc Luc, merci de participer à ce premier webinaire. Ravi de pouvoir t'accueillir dans ce webinaire. Merci pour l'invitation. On voulait savoir dans quel type de chantier tu prescris du végétal local. Oui, alors c'est vrai que depuis maintenant quelques années, depuis 2016, je prescris systématiquement du végétal local pour les projets en milieu rural ou en frange urbaine, et plus précisément dans des projets de restauration d'espaces naturels ou même pour la plantation de haies ou de répicilles. Et c'est vrai que depuis peu, aussi en milieu urbain, là dernièrement sur une opération sur Orléans, où là j'utilise du végétal local lorsque j'ai des espèces indigènes dans mon projet de plantation. Voilà. Et sinon, j'ai oublié de préciser que le bureau d'études de Luciole, donc on est spécialisé en génie végétal et on intervient soit en assistance à maîtrise d'ouvrage ou soit en maîtrise d'œuvre. Ok, merci. Et quand tu prescris justement ce végétal local, est-ce que tu as des difficultés d'approvisionnement ou de fourniture pour ces végétaux? Oui, alors en effet, il existe des difficultés d'approvisionnement. C'est comme tu l'as précisé tout à l'heure, c'est une filière récente. Donc, pour avoir l'ensemble de la palette végétale sur les projets, il arrive que donc moi je travaille
essentiellement sur la région Centre-Val de Loire, donc sur la région d'origine bassin parisien sud. Et dans la palette végétale définie pour les projets, il arrive que il n'y a pas de disponibilité sur la région d'origine bassin parisien sud. Et dans ce cas, j'autorise le pépiniériste à me proposer une région limitrophe. Et donc, je demande plutôt au sud, donc la région d'origine sud-ouest pour compléter la palette. Et en général, j'ai jamais eu de soucis de manque. Voilà, sur les 5 projets qu'on a actuellement. Est-ce qu'il y a un manque d'information parfois des maîtres d'ouvrage vis-à-vis de végétal local? Ben oui, c'est vrai que ce qui pose problème, c'est la notion locale. Pour discuter à chaque fois, quand on parle de végétal local, pour les maîtres d'ouvrage, souvent c'est du végétal qui est acheté au pépiniériste du coin, le plus près. Et donc c'est vrai qu'il est important de. Alors moi j'utilise systématiquement le terme de génétiquement local pour introduire les notions d'origine, de patrimoine végétal local et de traçabilité aussi. Et c'est vrai que maintenant avec le film qui a été réalisé, là, c'est déjà plus facile pour pouvoir faire comprendre un peu cette notion de génétiquement local. Et tu nous donnerais un exemple de prescription où tu as initié finalement le recours à végétal local de ton propre chef? Oui, alors sur un chantier qu'on est en train de planter justement cette semaine et la semaine prochaine, c'est sur l'autoroute A19 où là le maître d'ouvrage m'a contacté pour faire des renforcements de plantation sur cette autoroute, sur la transparence écologique de l'ouvrage, où en fait le projet a été planté en 2008 avec des jeunes plants sans origine. Et là, il y a des soucis de reprise de végétaux. Donc, c'était des jeunes plants. Donc, le maître d'ouvrage s'était engagé à l'époque, c'était une des premières autoroutes suite au Grenelle de l'environnement, à avoir des ouvrages qui fonctionnent. Et donc, il m'a appelé pour faire des renforcements de plantation. Et c'est là où je lui ai expliqué la filière végétale locale. Et lui expliquer que ces végétaux de cette filière étaient mieux adaptés et plus résilients au territoire, et donc aussi sans forcément que cela coûte bien plus cher au projet. Et donc il a accepté, et donc là on est en train de planter du végétal local sur cet ouvrage. Et qu'est-ce que tu identifierais comme principaux freins finalement à l'utilisation des végétaux locaux sur des chantiers quand même qui sont quand même à objectif de restauration écologique ou de restauration de la fonctionnalité? Qu'est-ce que seraient ces principaux freins finalement qui empêchent les gens de se tourner vers cette gamme? C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on travaille souvent dans la précipitation. Donc il arrive souvent des fois que des maîtres d'ouvrage demandent, voilà, au mois de décembre, je voudrais faire des plantations cette saison, et souvent, on refuse pas, et donc, à cette période-ci, pour trouver du végétal local, c'est un peu trop tard. Donc moi, je dirais surtout d'anticiper le projet ou la recherche des végétaux 1 an à l'avance. 1 an, c'est applicable là, pour des projets pour l'année prochaine, ou même si on est au mois de juin 2019 pour des plantations fin 2019, ça permet d'anticiper un peu et d'avoir la palette végétale nécessaire au projet, avec un coût abordable aussi, parce que c'est vrai que si on achète du végétal local maintenant, une saison déjà bien avancée, les prix sont pas les mêmes que si on l'achète avec anticipation. Donc ça, c'est le premier point, d'après moi, l'anticipation. Après, c'est aussi de changer ses habitudes, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler avec des pépiniéristes, avec un réseau. Donc, si on prend un peu plus de temps pour rédiger la note technique, pour la consultation, c'est toujours un peu de temps qu'on prend, mais après, on a des bénéfices. Et après aussi, peut-être un peu le coût. Mais je m'aperçois là, cette saison-ci, en prenant justement avec de l'anticipation, on a des coûts à peu près identiques avec du végétal sans origine.
donc voilà à peu près les 3 points d'après moi qui pourraient être un frein. Donc les coûts, tu vois, au moins pour les plantes d'arbres et d'arbustes que ça a pu évoluer aussi cette histoire de coûts. Il y a des diminutions finalement de coûts, au moins pour les arbres et Oui. arbustes. Ça évolue en fait, ça peut évoluer. Oui, bah, c'est vrai que si on peut globaliser des besoins, moi je le vois sur la région centre-Val de Loire, j'ai pu à la fois avec les végétaux de la 19 cumuler avec un autre projet de haies bien plus petit, où là il y avait 700 plants, mais ça a permis de bénéficier de la plus grosse quantité de la 19 et d'avoir des coûts vis-à-vis du pépiniériste vraiment intéressants. Donc après le coût c'est peut-être aussi anticiper et globaliser des besoins en s'y prenant un an à l'avance. Et là, de ce fait-là, on a des prix qui sont presque équivalents à du végétal sans origine. Ok. Et en tant qu'ingénieur paysagiste, qu'est-ce que tu conseillerais à tes homologues pour commencer à intégrer du végétal local dans leur projet? Ben moi, ce que je pourrais conseiller, c'est de ne pas avoir peur de prescrire dans les dossiers de consultation des entreprises du végétal local, sans forcément que ce soit une obligation, mais que ça viendrait on va dire, améliorer l'aspect développement durable de l'offre de l'entreprise qui répond au dossier de consultation et être souple dans la demande d'origine des végétaux et éventuellement de dire si dans la région d'origine on n'a pas certaines espèces, ne pas accepter la région limitrophe éventuellement, accepter éventuellement pour compléter les palettes végétales les arbres de la filière forestière dans un premier temps, le temps que végétal local et plus de pépiniéristes. Et à ce moment-là, les entreprises pourront répondre sans problème aux consultations. Et d'avoir l'objectif est d'avoir une traçabilité sur les végétaux que l'on plante. Et surtout que ce soit des végétaux français, parce que l'heure d'aujourd'hui, c'est pas encore le plus gros du marché. Oui. Et donc d'éviter ensuite la pollution génétique et les maladies qu'on vient en important des végétaux qui transitent avec les négoces entre la Belgique, après l'Allemagne, enfin voilà quoi, parce qu'en fin de saison, les pépiniéries sont du négoce et puis voilà quoi, on a des végétaux de mauvaise qualité. Ok, ben merci beaucoup Luc pour ces réponses à ces questions. Damien a récolté des questions du chat. Vous pouvez encore continuer, mais on va essayer de gérer déjà toutes les questions qui sont arrivées. Il y en a eu pas mal. Donc Luc, tu peux garder le micro ouvert aussi parce que tu vas pouvoir répondre à certaines questions sans doute. Voilà, on va commencer. Damien, je te laisse. Je vais poser une première question à Luc qui s'est formulée de plusieurs manières, mais on pourra compléter parce qu'on a travaillé sur ce sujet, Sandra particulièrement. C'est la question un peu des marchés publics. Donc j'ai une question intéressante de Infolio paysagiste, Patricia Paré-Perrier. Les marchés publics interdisent la prescription de marques, d'où souvent la mention de type ou équivalent. Cela vaut-il également pour cette marque végétale locale? Je suppose. Question à Luc, comment imposez-vous la marque végétale locale dans vos entreprises, à vos entreprises fournisseurs? Oui, alors là, je travaille sur un contrat de culture pour l'autoroute A10 sur l'élargissement de cette autoroute sur 19 km à l'ouest d'Orléans. Et là, donc je suis assistant à maîtrise d'ouvrage pour cette opération. Et donc moi, dans le DCE, dans le CCTP, j'ai indiqué que on souhaitait avoir du végétal génétiquement local de type marque végétale ou similaire. C'est-à-dire que le pépiniériste qui fait déjà des collectes de graines en milieu naturel et qui applique une traçabilité dans sa pépinière et qui répond au référentiel technique de la marque végétale locale, n'est pas forcément obligé d'être végétal local. Le tout, c'est que moi, j'indique dans mon CCTP qu'il doit se baser sur le référentiel technique de la marque végétale locale qui est assez clair et ça évite d'imposer la marque lors de la réponse. Donc, Merci Luc. Alors moi peut-être que Sandra va compléter parce qu'on avait mis en ligne il y a 2 ans, vous trouverez sur Végétal Local un guide pour la prescription d'achat de végétaux dans les marchés publics. Sandra, est-ce que tu peux compléter un petit peu les propos de Luc là-dessus?
Oui, donc on avait fait une étude avec Plantécité et puis la fac agroforesterie sur justement cette idée de prescription autour de la marque végétale locale. Et on a bien vu en fait que la marque, elle peut être considérée dans le cadre du vocabulaire des marchés publics comme un label en fait, et qu'on a le droit de mentionner des labels dans le cadre de ces marchés publics. Alors, ce qui est un label dans le cadre d'un marché public, c'est très réglementé. C'est-à-dire qu'il faut une gouvernance transparente, un règlement libre d'accès sur Internet et validé. Donc, également, un label doit être accessible à tous. Donc, il s'agit d'une marque collective, comme disait Sandra tout à l'heure. Et la notion de marque collective, c'est le fait que c'est déposé à l'INPI, ce qui protège cette marque. La notion de marque est parfois confondue en France, et notamment dans les marchés publics, avec la notion de marque simple et commerciale qui appartient à une entreprise. Il s'agit ici d'une marque collective. Donc nous pourrons compléter bien sûr et répondre à votre question. J'ai une autre question, j'ai beaucoup de questions, hein. Merci beaucoup, vous participez tous très activement à ce chat. Une autre question importante, quand on voit en effet, alors de la part d'Acer Compestré, mais également de François Varlon, quand on voit la carte de France tout à l'heure, peut-être qu'on peut la remettre, ou remettre donc la carte de France avec les disponibilités des végétaux. Est-ce qu'il s'agit uniquement de semences, d'herbacées, de semences d'arbres, ou bien c'est cette carte-là même. Voilà, cette carte-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres? Parce que là, on voit des indicateurs. Par exemple, je vois le massif central, 107 espèces, ou le bassin parisien sud, 200 espèces labellisées. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça et comment savoir ce qu'il y a derrière tout ça? Il y avait beaucoup de questions également des Alors, derrière ces chiffres, en effet, il y a tous les végétaux confondus. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour les 107 espèces du Massif central, on va avoir beaucoup d'arbres et d'arbustes qui viennent notamment des pépinières Lachaze, mais aussi des pépinières Naudet qui sont situées en zone sud-ouest, mais comme elles élèvent des plants qui n'ont pas atteint le stade de fleurissement, elles ont le droit aussi d'élever des plants dont les graines sont issues du Massif central, tout en ayant une traçabilité Massif central, bien sûr. On va avoir aussi des espèces herbacées, donc des espèces herbacées qui viennent de la société Zygène ou de la société Semences Nature, notamment, qui interviennent tous les deux sur cette zone-là. Ces espèces-là, comme je disais, elles sont pas toutes forcément disponibles. Il faut se rapprocher des producteurs aussi pour avoir pour l'instant la liste vraiment des choses qu'ils ont en production. Par contre, au niveau de la présentation de l'offre, elle est disponible sur le site végétal-local.fr. Aujourd'hui, on sait qu'on s'excuse, hein, c'est pas encore idéal comme présentation. Ça va changer d'ici 1 mois ou 2. On va avoir un nouveau site internet sur une nouvelle base de données ça fait 1 an qu'on est dessus pour la construire. Donc, on espère qu'elle va mieux vous satisfaire, en tout cas en termes de présentation de l'offre. On aura plutôt la liste des espèces qui sont vraiment en production sur cette nouvelle offre, plus des descriptifs d'espèces, c'est-à-dire qu'on pourra chercher par exemple les espèces qui poussent plutôt à l'ombre. On aura des critères de recherche en fait pour ces végétaux, aussi par région d'origine bien sûr. Voilà. En tout cas pour l'instant sur le site internet, vous pouvez quand même avoir un moteur de recherche et vous pouvez trouver tous les fournisseurs qui sont dans la marque végétale locale. Parce que du coup, alors j'entends bien qu'on a des espèces herbacées, des espèces ligneuses. Donc tout ça, ça va être plus facile à chercher dans le prochain site. Il y a beaucoup d'arbres, par exemple. Aujourd'hui, me pose comme question Tatiana Bouvin à l'instant de la ville de Lyon. Oui, il y a plus de 120 espèces d'arbres et d'arbustes qui sont dans végétal local au niveau national. Alors Tatiana, là, alors, il y a beaucoup de gens actifs sur ce chat. Tatiana me pose une autre question que je trouve intéressante puisque du coup on rentre vraiment dans le cœur du sujet. C'est quelque chose pour garantir. Là aujourd'hui, donc je sais plus si c'est ville ou agglo de Lyon, mais Tatiana Bouvin pose la question. Certains producteurs qui ne sont pas bénéficiaires de la marque, prétendent qu'il est très facile de contourner la marque végétale locale. Est-ce que vous répondez à ça, Sandra? Luc, peut-être on reviendra vers toi tout à l'heure. Alors, contourner, je dirais, nous, nos producteurs, ils sont quand même audités au départ et ensuite, ils sont audités régulièrement, on leur fait des visites, etc. On a un audit qui est strict, hein, avec 71 points d'audit, donc on fait de la comptabilité matière, on remonte toutes les quantités qui sont produites, qui sont vendues, on a un contrôle sur les bons de livraison, etc. Donc c'est quelque chose d'assez solide. Je dirais même que c'est très contraignant, végétal local. Ceux qui s'engagent, ils s'engagent pour quelque chose qui n'est pas simple, qui est très suivi au niveau scientifique aussi.
Donc ça, c'est sûr que c'est pas évident pour tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer dans végétal local, hein, qu'on a refusé parce que ils ne respectaient pas les règles, toutes les règles imposées. Donc c'est quand même exigeant comme procédure. Par contre, c'est vrai qu'on peut contourner pour l'instant. Je dirais, Luc me complétera ma réponse, mais un maître d'ouvrage qui demande des végétaux locaux simplement dans son CCTP ou dans son cahier des charges de consultation, ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, des végétaux locaux, ça veut tout et rien dire. Ça veut dire des végétaux qui existent localement, mais on peut vous fournir un noisetier qui vient de Chine avec des végétaux locaux. Et donc, il faut être encore plus exigeant. Et je dirais que c'est du métier de chacun aussi de savoir ce qu'on veut en termes de végétaux et d'origine des végétaux et d'impact sur la biodiversité. Et que là, il faut être exigeant dans le cahier des charges. Génétiquement local, ça peut aider, mais c'est aussi peut-être issu de collecte en milieu naturel, dans le territoire biogéographique, suivi, garantie d'avoir une traçabilité, etc., etc. Donc, c'est important aussi de pouvoir être présent à chaque étape entre la commande et jusqu'à la livraison du végétal et de ce qu'on peut avoir. Moi, je dirais même plus jusqu'à la commande. Donc c'est vrai que Luc complétera avec son expérience de terrain, mais ce qu'on avait rédigé donc dans ce guide d'achat et de prescription des végétaux, c'est vraiment la maîtrise d'ouvrage, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, le conducteur de travaux, le producteur. C'est tous les acteurs qui doivent à un moment comprendre l'enjeu sur la biodiversité. Après, ce qui est important, c'est qu'on ne commande pas demain une quantité complètement forte de végétaux qui soient déconnectés de l'offre. Et dans les marchés publics, aujourd'hui, c'est fortement conseillé, surtout dans les marchés publics à vocation de développement durable, de consulter l'offre. Donc ça s'appelle la consultation préalable à la passation de marché. Et c'est primordial aujourd'hui de dialoguer avec les producteurs et de les prévenir en quelque sorte quand il y a des gros chantiers qui arrivent. Là-dessus, c'est question d'anticipation. Luc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment comment vous avez fait sur certains projets, puisque tu ne travaillais pas tout seul, bien sûr, sur ce dossier-là, on se doute bien. Comment vous avez fait? Oui. Je sais que, juste une petite question, je sais que la LGV, tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, mais cette LGV entre Bordeaux et Tours, alors c'était pas du végétal local au sens de la marque, parce que vous avez avancé en même temps que nous, c'est-à-dire entre 2011 et 2015, le temps que la marque existe, mais nous avons quand même pu beaucoup nous inspirer de la LGV. Comment vous avez fait pour planter? Combien d'arbres vous avez planté sur la LGV d'arbres d'origine locale? Alors, c'est 700 000 arbres d'origine locale et c'était réparti sous trois contrats de pépiniéristes, contrats de production, donc de 2012 jusqu'à 2016. Et donc, on a collecté des graines avec l'association Promé sur toute la région Poitou-Charentes. Et ensuite, on a confié les graines aux 3 pépiniéristes en contrat de culture. Et c'est vrai que là, il était nécessaire d'anticiper les besoins parce que 700 000 plants, même sans origine, il faut contacter les pépiniéristes avant. Et donc c'est très très important de pouvoir anticiper la chose. Mais sinon, on a commencé en 2012 et on a eu les 700 000 plants en 2016, donc c'est assez rapide malgré tout pour produire 700 000. Alors j'ai une autre question récente qui vient d'arriver d'Acer Campestre, donc également paysagiste, Tinon Benjamin. L'autorité environnementale demande ou oblige de plus en plus les maîtres d'ouvrage à utiliser du végétal local dans leurs mesures compensatoires ou pour la cicatrisation des milieux proches. Le problème avec le manque, voire l'absence de mélange grainé herbacé, sec ou humide, et souvent l'impossibilité de lancer une démarche de production des années à l'avance par manque de temps, personnes mobilisables. Qu'en pensez-vous? Avez-vous des solutions? Donc là, je parlais herbacé. On a donné un exemple sur les ligneux. Sandra, peut-être sur les Pyrénées, ou alors est-ce que peut-être d'autres retours d'expérience qui permettent d'avancer comme ça, même si aujourd'hui nous n'avons pas beaucoup de production, mais il en existe dans les différentes régions. Ça a pu être le cas, par exemple sur le barrage de Livet-Gavet avec EDF en Isère, où le EDF avait décidé d'aller plus loin que les prescriptions même de l'autorité environnementale et de justement revégétaliser l'ensemble du site avec des espèces locales, herbacées et ligneuses. Mais c'était en 2015, donc avant végétal local et la garantie d'avoir quelque chose qui soit vraiment récolté dans le territoire biogéographique et tracé. En fait, il s'est quand même adressé à des candidats ou des bénéficiaires de la marque, les premiers,
et il a vu avec eux la possibilité finalement d'aller récolter in situ, de faire du transfert de foin, du transfert de prairies, du transfert de foin vert, de la fauche dans des prairies avoisinantes de haute qualité écologique, avec de la diversité d'espèces. Et ça a pu lui fournir en fait aussi un matériau pour revégétaliser ces sites, en complément parfois de mélanges que le producteur avait déjà en végétal local. Donc on peut aussi trouver des solutions techniques qui permettent de faire de la revégétalisation avec des espaces proches, des espaces donneurs. Ça peut se faire dans les Pyrénées sur les pistes de ski, notamment avec un système de brosseuse, brosser les prairies d'altitude ou les pelouses d'altitude, qui permettent de conforter certaines pistes ou de carrément de faire de la revégétalisation complète ou de compléter des mélanges d'espèces locales qui sont en cours de production et pour lesquels on n'a pas encore des volumes suffisants pour répondre à toutes les demandes. Donc il y a des techniques finalement aussi de transfert qui peuvent être intéressantes à mobiliser dans des zones où on a du potentiel agricole, par exemple. Là, du coup, c'est technique. Oui, c'est des choses que vous avez expérimentées. Vous en parliez tout à l'heure depuis plusieurs années. Pierre Graine de Néou, on sait que dans les Alpes, il y a eu plusieurs programmes de recherche aussi avec le Conservatoire botanique alpin. Tout à fait, Sème les Alpes, Alpgrain, sont des programmes qui ont permis aussi de développer ces techniques dans les Alpes sur des prairies d'altitude autour des domaines skiables notamment. Alors on a des questions aussi là qui, alors peut-être pas forcément aujourd'hui aussi précises, mais la question qui va se poser dans un mélange comme ça, si j'ai bien compris, avec la brosseuse, donc on prend les graines des graminées et des dicotylédones à une ou plusieurs dates avec ce système de brosseuse, une sorte de transfert de foin modernisé. Mais si on a des espèces de graminées qui sont réglementées, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut faire un petit point sur la réglementation des espèces à graminées, puisque certaines espèces sont jusqu'à maintenant à certification obligatoire au niveau réglementaire? Un petit point rapide, ouais. Sandra. Alors c'est pas évident cette réglementation à comprendre de manière aisée, mais en gros pour les fétuques rouges ou les dactyles, on n'a pas le droit finalement, on a le droit, mais sur des contraintes réglementaires très spécifiques, d'aller les collecter dans le milieu naturel pour les revendre en tant qu'espèces. Donc en fait, dans ce cadre de transfert de foin, finalement, c'est plutôt des prestations qu'on demande à des agriculteurs ou à des opérateurs de génie écologique de faire une prestation qui comprend la fourniture d'un lot de graines, mais qui est plus une prestation de restauration, de transfert de foin, qui ne concerne pas finalement le négoce d'une espèce à certification obligatoire. Bien sûr. Donc c'est un lot prestation, travaux, c'est pas un lot fourniture en fait. Voilà. C'est pas un lot de génie écologique. C'est ça? Tout à fait. Ok. Donc si on a un volet génie écologique, renaturation, peut-être que c'est la même chose pour les CCTP. On recommande parfois de faire un lot, même petit, mais un allotissement végétal local pour être plus précis dans son allotissement, faire un allotissement qui correspond à la demande et qui correspond à l'offre surtout, c'est-à-dire mettre des pourcentages éventuellement. Mais du coup, on peut également compléter. Alors, on sera peut-être pas dans la marque végétale locale. Du coup, si on fait un mélange comme ça, est-ce qu'on peut être marque végétale locale? Alors, une prestation ne peut pas être marque végétale locale. Oui. Par contre, un mélange issu d'une récolte directe en milieu naturel et revendu peut faire l'objet d'une valorisation par végétal local. Et c'est très complémentaire, quoi. L'Agence française de la biodiversité a fait la marque végétale locale pour la fourniture, mais c'est question d'action finalement. Parce que une des questions aussi qui nous vient du public, c'est que finalement la marque végétale locale, c'est la dernière mesure quand on a besoin de planter. Mais on entend parfois d'éviter, réduire, compenser. Par rapport à ça, voilà, est-ce qu'il y a toujours besoin de planter? Et est-ce que on peut faire un parallèle entre éviter, réduire et compenser? Et quand vient végétal local, à quel moment il vient se mettre dans cette séquence? Éviter, réduire, compenser. Alors Luc pourra compléter sur des cas concrets. Ce que j'ai eu l'expérience, notamment dans les Pyrénées, ça peut se mettre à différents niveaux finalement. Végétal local, ça peut être dans éviter. Parfois on évite de planter de l'exotique quand on est dans un milieu sensible. Et peut-être on plante rien parce que ça marche dans des altitudes plus basses ou des milieux moins contraints parce que la banque du sol ne comporte pas d'exotiques, qu'on n'a pas de risque d'invasion par des espèces exotiques envahissantes ou qu'on n'a pas de risque d'érosion parce que c'est plat. Donc là, on peut aussi éviter. Réduire, on peut aussi réduire en utilisant des végétaux d'origine locale. Donc on réduit l'impact qu'on a sur les milieux en n'introduisant pas des végétaux d'origine lointaine qui vont peut-être mal s'adapter ou mal fonctionner. Et puis dans la compensation, alors utiliser du végétal local en compensation, c'est pas ça.
c'est pas l'objectif de végétal local et ni de la mesure de compensation. Mais par contre, une idée originale qui a pu naître dans les Pyrénées-Atlantiques, notamment vis-à-vis de domaines skiables où il y avait eu des travaux et où ils avaient besoin de compenser l'impact des travaux, ça a été sur d'autres espèces de proposer des contrats de culture à des agriculteurs pour compenser en initiant finalement une filière économique de production de semences locales. Donc ils n'avaient pas besoin pour le chantier propre, bien sûr, mais qui était une compensation à l'aménagement qu'ils avaient pu faire. Donc ça peut être aussi une idée de compenser par dire, on va aussi initier la production d'un certain nombre de plants diversifiés, peut-être un jour pour des haies chez nous ou peut-être pour d'autres aménagements à venir, et d'avoir finalement cette filière économique du territoire qui puisse répondre aussi à des enjeux écologiques. Alors j'ai une question complémentaire là pour revenir à ces techniques de génie écologique. Sébastien Cornu nous pose la question: la récolte ou la fauche de prairies pour récolter des graines locales contribue souvent à récolter des espèces relevant de la législation des espèces protégées. Comment cela se passe par rapport aux dérogations d'espèces protégées si on va récolter dans une prairie? Il faut inventorier la prairie avant, vérifier qu'on n'ait pas d'espèces protégées. Comment on peut faire? Ah ouais, c'est toujours la problématique de la loi. Nous, on peut pas la changer avec végétal local. Hein. Si l'espèce est protégée, en effet, il faut pas contribuer à la détruire. Donc, si la fauche ne contribue pas à la détruire, ça peut aller. Mais sinon, en effet, on peut pas penser détruire des espèces protégées pour reconstituer des milieux. Il faut demander une dérogation. Du coup, s'il s'agit d'une mesure compensatoire, s'il y a des cas comme ça où du coup la DREAL, les autorités environnementales qui peuvent fournir des compensations écologiques vont pouvoir compléter, non? Sans doute, parce il faut s'enseigner que de auprès toute façon, la DREAL, une espèce protégée implique la loi, donc ça on ne peut pas y couper. Ouais, d'accord. Concernant les herbacées, concernant les herbacées, on a pas mal de questions aussi qui arrivent. Je reprends une autre question là, suite à ce débat récent de Sébastien Cornu également. Donc le fait d'entrer dans la marque, le terme parfois utilisé est labellisation, nous on n'utilise plus ce terme-là, pour devenir bénéficiaire de la marque pour certaines espèces herbacées, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est cher? Alors, pour devenir bénéficiaire, il faut déjà avoir les capacités de collecter dans le milieu naturel, donc avoir des compétences botaniques aussi, avoir les capacités d'éventuellement multiplier, ce qui n'est pas obligatoire parce qu'on peut aussi faire de la collecte et revendre directement le produit de sa collecte. Par contre, ça a un coût, bien sûr, parce que c'est une marque collective qui a un coût de fonctionnement qui est important et qu'on a des audits sérieux à la clé. Et donc, on a un financement qui est au départ, la première année, pour le dossier de candidature de 400 € et ensuite une cotisation annuelle qui varie actuellement entre 400 et 800 €. Voilà. En fonction du nombre d'espèces produites, du volume de production, etc. Là, ça va être un peu remis à plat par le comité de gestion des marques qui se réunit 2 fois par an. Donc, on se réunit le 19 décembre à Paris. On va débattre de ces questions de cotisation. C'est remis en balance, en fait, à la demande de certains bénéficiaires et à la demande du comité de gestion de marque. On va en rediscuter. Donc, il y a une forme aussi de proposition collégiale sur ces questions-là et de travail en groupe. Mais la cotisation ne va pas devenir gratuite. C'est pas possible pour une marque qui est quand même une marque commerciale, même si c'est une marque collective, d'être gratuite finalement. Donc c'est l'agence française de la biodiversité, le comité de marque, donc comme présenté au début, donc c'est collégial, c'est-à-dire qu'il y a la fédération des PNR, il y a aussi des collectivités, comme tous les collèges. Donc il y a 5 collèges, utilisateurs, prescripteurs, ministères. Tous ces collèges, vous pouvez les avoir en ligne. Il y a beaucoup de questions, on ne pourra pas répondre à tout, on va terminer dans les temps. Et bien sûr, on prendra vos questions et ensuite on les reprendra, on essaiera d'y répondre au mieux par écrit pour ensuite vous les envoyer par mail, vu qu'on a vos coordonnées à tous. Petite question, mais qui fait penser, on n'en est peut-être pas encore là. Élodie Desmarais qui nous demande est-ce qu'il y a une communication sur la marque végétale locale à destination des particuliers? Alors pour l'instant, la marque végétale locale a plus été au départ destinée aux opérateurs finalement de la restauration écologique, du génie écologique, parce que la demande était forte d'un point de vue scientifique et technique d'avoir de pouvoir disposer de végétaux de cette gamme qui permettent de remplir les fonctions écologiques. Pour l'instant, on n'a pas développé la communication vers le grand public, vers les particuliers, mais pourquoi pas, on va définir en 2019 une nouvelle stratégie de communication et donc on va évoluer en fonction des besoins finalement du marché aussi et pour pouvoir asseoir mieux les bénéficiaires de la marque, les accompagner au mieux dans le développement de leur marché et de répondre à leurs demandes aussi. Alors d'autres questions, là on parle de l'avenir, on a quelques minutes encore. Baptiste Sanson,
Peut-on être accompagné, Baptiste Sanson, donc de la fac agroforesterie qui est partenaire et qui fait partie aussi du groupe opérationnel. Tous les mois, il y a des réunions, puisque c'est un des partenaires bien sûr de Végétal Local avec Marianne Edon qui est présente également de Plantécité, les trois partenaires historiques avec la Fédération des conservatoires botaniques et l'Agence française de la biodiversité. Donc Baptiste nous demande, peut-on être accompagné par la marque Végétal Local si l'on souhaite lancer une pépinière de production de plants pour la marque Végétal Local? Alors, au niveau de la marque, nous faisons un travail en fait finalement collectif pour essayer d'accompagner au mieux l'émergence de ces filières de production, de prélèvement, de collecte, de production sur le territoire national. Au niveau de la production de plants, d'arbres et d'arbustes, on a un réseau qui est très bien structuré, qui est le réseau de la fac agroforesterie, qui accompagne techniquement aussi les membres du réseau et aussi le réseau des collecteurs de graines sur le prélèvement et l'appui à l'émergence de ces filières de production. Ils donnent de la formation du coup parfois en Pays de la Loire. Bien sûr, ils donnent des formations, ils donnent des informations, des réunions techniques, des réunions de partage, l'élaboration de guides techniques aussi pour la collecte et la production de plants. Donc il y a un travail énorme qui est fait par le réseau. Et puis on s'appuie aussi en région sur des correspondants locaux. Donc dans chaque région d'origine que vous avez pu voir, là les 11 régions, on a des correspondants locaux de la marque, qu'ils soient issus de conservatoires botaniques nationaux, de Plantécité ou de la fac agroforesterie, et qui peuvent aussi rentrer en contact avec des opérateurs locaux et pouvoir répondre à leurs questions, pouvoir identifier leurs besoins aussi, et que l'on puisse faire émerger des formations qui répondent à leurs attentes. Alors on trouve leurs coordonnées donc sur végétallocal.fr. Sur végétal-local.fr. D'accord. Et du coup, alors on est aussi nous l'animation nationale, donc Sandra Malaval, l'animatrice nationale depuis le lancement de la marque, et moi-même, on est aussi par mail, en tout cas quand vous écrivez aussi de Végétal Local, c'est nous qui pouvons répondre à votre question. Et on est preneurs de retours d'expérience. Aujourd'hui, c'est des paysagistes concepteurs qui sont autour de ce webinaire, et on est preneurs de retours d'expérience, toutes les questions. Donc là, je ne pourrais pas rajouter de questions. On va faire un petit bilan et une petite conclusion avec Sandra, mais en tout cas, on est preneurs de vos retours d'expérience, d'échanges avec vous. On organise des demi-journées techniques. On était à Bayonne vendredi dernier, on a rencontré une 50aine d'acteurs. Donc, vous êtes tous inscrits a priori maintenant à la mailing list Végétal Local. Nous allons tous vous tenir informés de quoi tous. En tout cas, vous êtes volontairement inscrits. Si vous connaissez des gens intéressés, vous pouvez les renvoyer vers le site. Et voilà, Sandra, quelques mots pour conclure. Luc, merci pour ta participation, merci beaucoup. De rien. Merci de l'invitation. Merci à tous pour votre écoute, et puis n'hésitez pas, nous sommes vraiment à l'écoute aussi de vos questions, vos préoccupations, pour pouvoir progresser sur cette gamme, cette entre guillemets nouvelle gamme de végétaux qui a toute sa place au sein de l'offre finalement en végétaux, et qui répond à des objectifs particuliers qui nous tiennent à cœur. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour des questions. Vous pouvez retrouver aussi sur le site nos contacts pour nous appeler ou pour nous envoyer un email, et rester en contact avec nous. Alors je crois que là tout le monde doit voir mon écran. Sandra, tu vois mon écran? Oui. Donc c'était juste pour conclure et pour vous remercier tous. Alors tout le monde n'a pas pu répondre, mais on a quand même 41 réponses à ce petit sondage sur Végétal Local. Donc pour voir aussi qui vous étiez, vous avez pu voir des noms affichés, parfois pas de noms parce que c'est techniquement. Je sais qu'on avait Hervé Daniel qui était présent derrière un micro, mais c'était aussi 25 étudiants dans une salle à AgroCampus Ouest, donc des futurs étudiants en paysage. C'est vrai qu'il faut voir l'avenir. Dans cette salle, nous avions donc majoritairement des paysagistes concepteurs, 24, c'est-à-dire 58,5%. Donc c'était notre site principal. On est tout à fait content de votre participation, donc prescription et conseils. On avait ensuite des de la production, des semenciers, et puis différents acteurs, notamment des mines et carrières. On a eu des questions qu'on n'a pas pu traiter là-dessus, mais ça pourra donner lieu à d'autres webinaires. Nous essaierons d'en organiser d'autres. Et puis sur la question des régions d'origine où vous travaillez, voilà, on voit un certain équilibre quand même si on s'aperçoit que dans le bassin parisien nord, 33% des acteurs sont du bassin parisien nord. On est quelques-uns dans le sud-ouest, d'autres sont dans le bassin parisien sud comme Luc. Une répartition assez large. On a même nos partenaires corses qui sont présents avec la marque Corsica Grana qui est un partenaire aussi qui a avancé avec nous là-dessus.
En tout cas, on tenait à vous remercier à tous. Il est 14h02, il est 15h02. 15h02, on a bien tenu le timing. On vous souhaite à tous une bonne journée et on vous envoie bientôt les informations sur la mise en ligne. Merci à tous et Merci. au revoir. Au revoir.